Bonjour, bienvenue à cette web conférence plutôt, sur Soleil et santé au travail. Donc, merci, chers adhérents, de vous être connectés. Euh, on est en compagnie de Pierre Cesarini, qui se présentera après plus en détail, mais pour l'association Sécurité Solaire. Alors, si les expositions solaires, je dirais, dans notre vie courante et leurs effets sur la santé sont maintenant bien identifiés comme un enjeu majeur de santé publique, c'est un petit peu différent sur les expositions professionnelles. Ni le cancer cutané ni la cataracte sont inscrits aujourd'hui au registre des maladies professionnelles. Pourtant, excusez-moi, sont bien là et leurs conséquences peuvent être vraiment graves sur le plan humain, mais aussi en termes de productivité. Donc aujourd'hui, pour vous accompagner dans la compréhension de ces enjeux et réfléchir ensemble à la prévention de ces risques au sein de votre entreprise, eh bien, Efficience Santé au Travail, en partenariat donc avec l'association Sécurité Solaire, centre aussi collaborateur de l'OMS, on souhaite vous présenter, je dirais, cette conférence et surtout se dire que, eh bien, on va se faire un focus vraiment sur les travailleurs extérieurs. Et l'idée, c'est aussi, je dirais, à court terme et moyen terme, c'est d'avoir un projet aussi avec vous, entreprise, qui, je pense, si vous êtes connecté, vous avez sans doute aussi des travailleurs extérieurs, de pouvoir peut-être réfléchir ensemble et avec notamment l'association Sécurité Solaire, de voir comment mieux prévenir ces risques et peut-être être, je dirais, dans une démarche de prévention plus importante. Donc, je laisse la parole à Pierre. Merci beaucoup. Et vous avez un chat en bas sur l'écran où vous avez les questions-réponses. N'hésitez vraiment pas à intervenir pendant cette conférence. Soit on posera les questions au fur et à mesure, soit on les posera en fin de conférence. Alors, le plan est le suivant, c'est présentation de l'association par Pierre, le programme Soleil et santé au travail, le rayonnement solaire et ses effets sur la santé, se protéger, donc la protection pour les pros, et des pistes d'action de prévention. Donc, merci, nous allons passer 1 heure ensemble. Donc, à toi, Pierre. Merci beaucoup Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, quelques mots sur l'association. Elle a maintenant presque 30 ans d'âge. Elle est soutenue, vous le voyez, par différents ministères, par la Ligue contre le cancer, par les entreprises contre le cancer, puisqu'un de nos axes de travail, on va beaucoup parler, c'est effectivement les expositions solaires professionnelles. On est reconnu d'intérêt général. Notre objectif, c'est vraiment la sensibilisation, l'information et l'éducation pour prévenir, donc éviter que surviennent des cancers de la peau, mais aussi, on va le voir, des dommages sur les yeux comme les cataractes. J'anime une équipe que vous voyez à droite, une petite dizaine de personnes, et à gauche, je rendais compte à un conseil d'administration qui est aussi notre conseil scientifique, dans lequel on trouve Marie-Thérèse Leccia, notre présidente, qui est dermatologue, qui est même la patronne du service dermatologie au CHU de Grenoble, un ophtalmo, Thierry David, une physicienne, Colette Brogniez, et puis d'autres personnalités très reconnues dans le champ de la photobiologie, de la météorologie, de la sociologie, de l'environnement. Principale activité, vous la connaissez toutes et tous, la diffusion des indices d'UV dans les programmes météo. Nous sommes à l'origine de ce programme. C'est aujourd'hui un programme qu'on déploie en collaboration avec Météo France sous l'égide du ministère de la Santé. On a un gros programme d'éducation donc dans les écoles avec l'équipe de la main à la pâte, avec l'association Passerelle qui est un membre des clubs pour l'UNESCO et puis avec le ministère évidemment de l'Éducation. Troisième axe de travail, j'ai oublié de vous préciser qu'on est un centre collaborateur de l'OMS, Valérie l'a évoqué en tout début de propos. Ça veut dire que tous les 4 ans, nous avons une lettre de mission qui nous dédie un certain nombre d'activités qu'on va animer sur le plan, bien sûr, national en France, mais aussi sur le plan international. Et le troisième de ces axes, c'est, vous le voyez, le travail à l'extérieur. J'y reviendrai plus en détail tout à l'heure. On fait beaucoup d'études et beaucoup d'évaluations. Pour ceux qui se demanderaient ce que je ferais de mes étés, je ne vais pas sur les plages faire des photos toutes les heures, mais par contre, voilà, on fait des études qui notamment vont jusqu'à explorer le comportement des personnes. On a beaucoup d'activités sur le web et sur les réseaux sociaux. Notamment, vous pouvez voir sur le site soleil.info, bien sûr, retrouver les indices d'UV. Et puis, on va en parler. Vous avez aussi une entrée dès la page d'accueil, vous avez une entrée par métier ou par secteur d'activité. Et donc, évidemment, celui qui vous intéressera le plus, c'est celui-ci, c'est celui de la santé au travail.
Justement, sur cette page-là, vous pourrez voir à la fois le détail d'un programme dont je vais vous parler, qui est le programme Soleil et Santé au Travail que nous déployons depuis maintenant quelques mois pour environ 3 ans. Vous verrez aussi un film de formation qu'on a produit avec le groupe RG, des conférences, des webinaires qu'on propose à la fois pour sensibiliser les travailleurs en extérieur, mais aussi pour sensibiliser, comme on l'a fait la semaine dernière avec Efficience, les travailleurs qui partent en vacances, qui ne sont pas forcément des travailleurs extérieurs, qui peuvent être tout à fait dans le secteur tertiaire, mais ils vont partir en vacances, donc les sensibiliser également sur ces risques. Un gros papier sur la loi ou sur les lois en vigueur en France et ailleurs dans le monde, les recommandations du Haut Conseil de santé publique. On a fait une fiche pour l'instant relativement préliminaire, mais quand même relativement détaillée sur les recommandations par secteur d'activité. Et on vous propose de coopérer véritablement sur notamment un certain nombre d'actions de prévention que je vous présenterai à la fin de ce webinaire. On a donc ces deux axes, vous l'avez compris, les salariés qui partent en vacances, mais aussi évidemment et surtout ceux qui sont exposés professionnellement. Dans ce champ, vous avez une loi, vous le savez, qui a été votée au mois d'août dernier, qui renforce d'abord la prévention en santé au travail, qui prévoit de faire du lien, de décloisonner la santé publique et la santé au travail, et qui instaure notamment un passeport de prévention qui va devoir quelque part évaluer et puis les risques qu'il peut y avoir, et puis surtout amener les salariés à être formés à la gestion ou à la prévention de ces risques. Il y a eu une augmentation quelque part de la responsabilité de l'employeur en matière d'évaluation de ces risques et de prise en charge de ces risques, pardon. Un dossier médical qui prévoit de mentionner les données d'exposition, ça aussi c'est un point qui peut tout à fait concerner les gens qui sont exposés au soleil dehors. Un médecin du travail qui met en place une surveillance post-exposition et évidemment et aussi un renforcement de la surveillance des équipements de protection. Les objectifs généraux du programme Soleil et Santé au Travail, c'est évidemment de sensibiliser, informer, éduquer les employeurs comme les employés, notamment à identifier les situations les plus à risque et à connaître ces risques pour la santé. Ils sont plus ou moins connus, on le sait, par la population en général et par les travailleurs en particulier. Promouvoir bien sûr les mesures de protection qui vont bien, qu'elles soient de nature technique, organisationnelle, qu'elles soient collectives ou individuelles. Et aussi, évidemment, promouvoir la détection précoce. Je vous ai dit que notre objet, c'est l'information, c'est faire en sorte que par une information, une prévention, la pathologie ne survienne pas. Pour autant, une fois qu'elle est là, il y a différentes façons de la gérer. Et la meilleure, c'est évidemment de dépister dépister tôt pour mieux guérir et guérir facilement sans trop de dégâts. Les objectifs opérationnels de ce programme sont de produire des données scientifiques. Vous avez compris que nous allons mener une étude épidémiologique avec l'INSERM. Je crois que j'en parle, pardon, oui, c'est un peu derrière, j'en reprendrai 2 secondes. Donc, on va produire des données scientifiques et on va construire des actions, co-construire avec vous, si ça vous intéresse de participer à ce projet. En tout cas, on va co-construire avec des entreprises ou des organisations sectorielles des actions de prévention pilotes qu'on va expérimenter, qu'on va évaluer pour arriver finalement à produire un guide de bonne pratique et un guide méthodo à l'issue du projet d'ici 3 ans qui permettent, on mettra évidemment en libre accès aux parties prenantes, que ce soit les ministères, bien sûr les services de santé au travail, les services inter-entreprises et autres, et bien sûr les employés, un guide qui permet vraiment de maîtriser ou de connaître les bonnes pratiques métier par métier. Pardon. Cet agenda, c'est donc cette étude épidémiologique que mène l'INSERM avec le soutien des entreprises contre le cancer et du comité 92 de la Ligue contre le cancer, va s'étaler sur à peu près 3 ans et il s'agit de calculer ce qu'on appelle les parts attribuables. Vous doutez bien que les gens qui sont exposés au soleil professionnellement ne le sont pas que professionnellement. Ils ont aussi des vacances, forcément. Et donc, c'est très naturel que lorsque survient un cancer de la peau ou une cataracte, on s'interroge, est-ce que c'est plutôt dû aux vacances ou plutôt aux expositions professionnelles? Donc, ce travail, cette étude épidémiologique qui s'appelle Expolux, va viser à répartir les choses, à établir finalement pour quelqu'un qui fait un mélanome ou un cancer cutané non mélanome à tel âge, qui a pratiqué tel métier, on peut estimer qu'il doit cette pathologie survenue à 30, 40, X% du fait de son activité professionnelle.
Donc, comme vous l'avez compris, sur l'année 2022-2023, on est en train de construire ces partenariats pour aller vers la conception des actions de prévention à tester. On va mettre en œuvre ces actions au printemps, été prochain, et on va les évaluer et les insérer donc vers ces guides méthodos et guides de bonne pratique et les valoriser sur l'année 2024 et 2025. Alors, je fais très, très court sur cette section-là. C'est aussi pour vous montrer ce qu'on évoque lorsqu'on est dans des conférences débats, comme on a fait la semaine dernière auprès de gens qui partent en vacances. Donc, on évoque évidemment les origines de notre souci, hein, parce qu'à l'origine, la mode, c'était la peau blanche. Ça a duré pendant des siècles et des siècles. Et puis, il y a eu les hygiénistes qui ont vanté aussi les bienfaits du soleil avec une mode vestimentaire de l'époque dont je vous laisse juger à quel point ils n'exposaient pas beaucoup les corps. Et puis la mode a changé, la mode vestimentaire, puis il y a les congés payés qui sont arrivés. En fait, c'est de la faute des employeurs hein, s'il y a une épidémie de cancer de la peau, puisqu'il y a maintenant du congé payé. Et puis les fameuses 30 années glorieuses avec une évolution, une capacité à voyager de plus en plus souvent, de plus en plus loin. Du coup, une mode du bronzage qui s'impose, un bronzage qui s'avère pendant toutes les années 70, 80, 90 de plus en plus foncé. Et puis, bon, la chose est en train de revenir à des couleurs de peau plus raisonnables, ce qui a été évidemment une très bonne chose. Et puis, on a vu, ça aussi c'est en voie de régression, mais on a vu se développer très, très dangereusement les fameuses cabines de bronzage. On a vu aussi, là c'est une meilleure chose, le développement des activités de plein air, mais ça aussi c'est voilà, des sujets ou c'est des choses qui amènent des expositions solaires. Et naturellement, il convient de les maîtriser. Un point important, entre guillemets, d'anticipation pour les décideurs. Vous entendez tous parler du réchauffement climatique, bien sûr. Vous avez entendu parler aussi, on en parle moins, c'est logique, de la diminution de la couche d'ozone. Les nouvelles du front sont les suivantes. Les mesures qui ont été prises pour arrêter d'abîmer la couche d'ozone et de voir un trou, comme vous le voyez ici sur la droite, de plus en plus large, de plus en plus long dans le temps, couvrant une surface de plus en plus importante, ces mesures ont été efficaces. Les experts du GIEC pensent qu'en 2050, on aura retrouvé une couche d'ozone ordinaire et les signes positifs qui montrent que ce trou quelque part se referme, que la diminution de la couche dans son ensemble est stoppée, sont déjà présents. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Moins bonne nouvelle, mais ça, vous n'avez pas attendu de me voir pour le savoir, le climat se réchauffe. Et en même temps que le climat se réchauffe, on prédit, quand je dis on sait, toujours les experts du GIEC prédisent qu'on aura de moins en moins de nébulosité. Ça veut dire de moins en moins de nuages. Et ça veut dire qu'on n'aura pas des indices d'UV, donc pris à un moment donné, un indice d'UV qui serait très supérieur à ce qu'on devrait mesurer, ce qui était le cas hein, quand on avait des trous dans la couche d'ozone, on avait des trous, des niveaux d'UV qui pouvaient s'avérer 4, 5, 6, 10 fois supérieurs au niveau d'UV attendu pour une couche d'ozone ordinaire. Là, là, du coup, on n'aura pas ça. Par contre, on aura finalement plus d'épisodes de ce qu'on appelle encore du beau temps, sans doute plus pour très longtemps. Mais voilà, ça veut dire du ciel de plus en plus dégagé. Ça veut dire des quantités d'UV de plus en plus importantes pour être reçues au sol. Et notamment pour les gens qui n'ont pas le choix d'être dehors, hein, pour un vacancier ou pour quelqu'un qui est dans une attitude récréative ou oisive, il peut choisir d'être dehors ou non, il peut choisir des moyens de protection à sa disposition. Pour le travailleur, lui, il n'aura pas le choix d'être dehors ou pas, quoi. Il va falloir continuer à construire des bâtiments, continuer à cultiver des terres, continuer à pêcher des poissons, etc. Et là, il va donc y avoir clairement une augmentation des doses auxquelles ces personnes vont être exposées. Il va falloir vraiment prendre en compte cela dans des stratégies de prévention. Stratégie de prévention qui repose sur un point vraiment problématique ou une difficulté particulière, c'est la nature spécifique des ultraviolets dont vous voyez à l'image qu'elles ne provoquent aucune sensation. C'est un rayonnement qui est piège par excellence, les ultraviolets. C'est un rayonnement froid, hein, c'est un rayonnement qui ne provoque pas de chaleur. Il peut y avoir beaucoup d'UV alors qu'il fait frais, voire très froid. Ce qui provoque la chaleur, c'est l'infrarouge. Il peut y avoir aussi beaucoup d'UV alors que le ciel n'est pas si brillant que ça ou que le soleil n'est pas si brillant que ça, notamment quand il y a certains types de nuages. On va en parler. L'index UV, vous le savez, exprime l'intensité des UV et le risque qu'il représente pour la santé.
Quand vous voyez une de ces valeurs dans le bulletin météo, c'est le pic prévu pour la journée, qui intervient toujours dans les 3-4 heures autour du midi solaire, c'est-à-dire entre 12 heures et 16 heures en France. Et c'est parfois accompagné de conseils sous forme de pictos, comme vous voyez à l'image. Ce qui fait varier l'indice d'UV, sachez-le, c'est évidemment la variation de la hauteur du soleil dans le ciel. Ce n'est pas grand-chose d'autre, ce n'est pas la température, ce n'est pas la distance au soleil de la Terre, c'est tout simplement sa position qui fait que le trajet des rayons dans l'atmosphère est plus ou moins long. Quand un soleil est rasant, vous voyez un trajet dans l'atmosphère long, donc les UV sont très filtrés, il n'y en a pas ou peu à l'arrivée. Inversement, quand le soleil est très vertical, il y a un trajet dans l'atmosphère qui est court et donc il y a beaucoup d'UV au sol. Bon, les nuages peuvent venir évidemment jouer un rôle là-dedans. Quand vous avez des gros nuages très noirs, très épais ou gris très épais, il y a quasiment une absorption totale. Inversement, quand vous avez le voile nuageux, situation piège par excellence, 90-95% des UV vont par contre passer. En altitude, c'est pareil, évidemment, vous avez une augmentation de l'UV puisque vous réduisez l'épaisseur de l'atmosphère, à peu près 8-10% de plus à chaque fois qu'on s'élève de 1000 mètres. En plus, on peut rencontrer des surfaces brillantes en montagne qui réfléchissent bien les UV, comme au bord de la mer d'ailleurs, ou au sol. Tout ce qui est bâti, tout ce qui est surface très claire et brillante augmente beaucoup les UV. Donc, vous avez ici quelques valeurs représentatives en janvier et pas très peu de risques en métropole, en tout cas, pendant qu'on a des risques très forts en juillet. En mai et en août, des niveaux d'UV identiques. Vous vous souvenez donc, ce qui fait varier l'intensité, c'est surtout la hauteur du soleil dans le ciel. Le pic de l'année, c'est le 21 juin, c'est le jour du solstice d'été. Le 1er mai, on est à moins 20 jours du solstice d'été, comme on va l'être le 10 août. Donc, on s'explique que vous avez des niveaux d'UV très, très proches en mai et en août, même si vous avez 10 ou 15 degrés d'écart. En décembre, évidemment, pas beaucoup d'UV en Europe. Par contre, beaucoup d'UV dans l'hémisphère sud, et c'est évidemment l'inverse au mois de juin. Pour passer maintenant aux effets, c'est important évidemment d'avoir conscience de ça. Il y a des effets bénéfiques sur la vitamine D, mais honnêtement, les travailleurs n'ont pas à se poser la question. Il n'y a pas besoin de grosses doses pour avoir les effets bénéfiques en termes de synthèse de la vitamine D. Les travailleurs les ont toujours. Les travailleurs d'extérieur, j'entends. Il y a des effets bénéfiques aussi liés à la prévention de la DSH, la dépression saisonnière hivernale, à la régulation de notre sommeil, de nos phases de sommeil, de nos phases d'éveil. Là encore, les gens qui travaillent de jour et dehors ne sont pas sujets à faire une quelconque forme de DSH. Ils peuvent faire d'autres formes de dépression, bien sûr, mais pas de DSH. En tout cas, pas s'il reste bien sûr sous nos latitudes. Bon, par ailleurs, les gens aiment bien être au chaud et plutôt à la lumière qu'au froid et dans l'humidité. J'en viens maintenant aux dommages. Les dommages, c'est principalement 3 types de cancers cutanés, le mélanome, le basocellulaire et le spinocellulaire, qu'on appelle aussi épidermoïde. Le mélanome, c'est clairement le plus dangereux. 16 000 nouveaux cas à peu près en France, 2 000 décès, une très forte augmentation qui survient sur des peaux claires et sur des peaux mates, pas sur des peaux noires, lié beaucoup de soleil de l'enfance. Première cause de mortalité par cancer chez les jeunes adultes. Un traitement très onéreux euh, et plutôt peu de raisons de penser que les expositions solaires professionnelles favorisent tant que ça le mélanome. On le verra mieux et on aura ou pas cette confirmation-là par l'étude épidémiologique qui est en cours. Mais comme vous le voyez, c'est surtout du coup de soleil, c'est surtout de l'exposition intermittente qui fabrique le mélanome. Et ça, ce n'est pas le modèle d'exposition des gens qui travaillent dehors, contrairement au carcinome. Alors, je passe sur la prévention. Enfin, non, je dis 2 mots, pardon, sur le dépistage du mélanome, parce que ça peut survenir, y compris sur des gens qui bossent dehors. Il y a 2 règles pour les repérer prématurément. La règle ABCDE, comme une asymétrie de la forme, des bords irréguliers, plusieurs couleurs, un diamètre supérieur à quelques millimètres, une évolution, c'est beaucoup ça qui doit alerter les personnes. Et il faut vraiment aller voir un dermato si on vous présente l'un ou plusieurs de ces caractéristiques, parce que de l'enlever prématurément, précocement, on guérit très vite, très simplement. On met un coup de scalpel, on enlève le cancer de la peau et tant qu'il n'a pas métastasé, tant qu'il n'est pas devenu ce qu'on appelle invasif, il est guérissable très facilement.
En revanche, si on laisse les cellules cancéreuses quitter la peau et par la lymphe ou le sang atteindre d'autres organes, ben là, les chances de survie sont évidemment très, très, très significativement amoindries. Autre règle de dépistage, le vilain petit canard. Ça survient souvent sur des grains de beauté, les mélanomes, à peu près 1 sur 3, 1 sur 4. Et le mélanome survient sur le grain de beauté qui est atypique. Donc, si on a des grains de beauté et si on en a parmi eux des qui ne ressemblent pas aux autres, il faut les montrer, il faut les suivre, il faut les photographier. Il faut être très vigilant là-dessus. Et là encore, il faut aller très vite voir le dermato si on a un doute. L'autre forme de cancer cutané, on appelle ça les carcinomes. Donc, il existe les basaux et les spinocellulaires. Les spinos sont donc les épidermoïdes. Il y a près de 100 000 cas par an. Ils sont mal dénombrés. Les estimations les plus basses, c'est 80 000 cas. Les plus hautes, c'est 200 000 cas. Bon, nous, on pense que ça tourne autour de 100 000. Ça tue quand même 300-400 personnes chaque année. Ça survient là beaucoup plus à la suite d'expositions chroniques, hein, donc des gens qui sont exposés de façon répétée au soleil, sur des zones de peau qui sont exposées de façon chronique au soleil, le visage, le dessus des mains, les avant-bras, et la partie évidemment non interne, la partie externe de l'avant-bras. C'est reconnu comme une maladie professionnelle en Allemagne, en Suisse, et pour cause, vous le devinez, ces expositions répétées et répétées, favorisant ce cancer cutané, évidemment, cette forme de cancer cutané, évidemment, les travailleurs extérieurs y sont plus sujets. Il y a évidemment des risques également de coups de soleil, de photoallergie, de photosensibilisation pour tous les gens qui travaillent notamment dans les jardins, qui sont agriculteurs, ils manipulent des produits, ils sont en contact de végétaux qui peuvent s'avérer photoallergisants ou photosensibilisants, c'est-à-dire que ça augmente la sensibilité de la peau au soleil, donc ça peut évidemment à prendre en compte. Et puis, évidemment, les UV vieillissent la peau. Bon, il y a également des dommages sur les yeux, vous le savez, j'espère. Les UV favorisent la survenue d'un certain nombre de cataractes. On estime à peu près à 25% des cas de cas de cataractes qui sont en lien avec les expositions aux UV. Aujourd'hui, l'ensemble de ces interventions, c'est près de 900 000 interventions en France. Donc, ça fait vraiment un gros coup pour la sécurité sociale. Il y a également une co-accusation, on va dire, des ultraviolets avec le tabagisme, avec le manque d'antioxydants, le manque de fruits et légumes dans l'alimentation, les UV et où la lumière bleue-violette semble bien favoriser la DMLA, qui est la première cause de cécité dans les pays riches, puisque la DMLA, on sait à peu près, non pas la soigner, mais la contenir, mais voilà, on ne la soigne jamais complètement. Et l'ophtalmie, bon, c'est moins grave, mais enfin, c'est quand même une brûlure de la cornée qu'il faut prendre en compte. Alors, les conseils sont évidemment pour tout le monde en population générale d'éviter d'être dehors au moment où ça cogne le plus, c'est-à-dire entre midi et 16 heures. Sur cette courbe, vous voyez ici des courbes qui sont données en heure solaire. Hein, donc, vous voyez ici, on est en France métropolitaine avec un pic à midi, heure solaire. Il est donc 2 heures à votre montre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette partie-là, là, entre 10 heures et 14 heures, en heure solaire, donc entre 12 et 16 heures à votre montre, ça renferme plus de la moitié des UV de toute la journée. Donc, il y a évidemment une vraie précaution à prendre par rapport à ça. Si on peut organiser le planning des activités des travailleurs de sorte qu'on évite qui pourraient ne pas être exposés à ces heures-là, c'est là qu'on gagnera le plus de points par rapport aux quantités d'UV qui sont susceptibles de recevoir au cours d'une journée. Sachant que par ailleurs, du point de vue de la prévention du coup de chaleur, et vous avez bien compris que ce n'était pas la même quelque part, on mesure, en tout cas les jours où il fait très chaud, un pic de chaleur qui est plutôt par ici, quoi, qui est plutôt vers 14, 15 heures, 16 heures, parfois même 16h30, 17 heures même des fois, pour ce qui concerne le pic de chaleur. Donc, on n'est pas exactement sur des évolutions synchrones. Évidemment, en population générale, on dit comme aux travailleurs de préférer l'ombre. C'est toujours, ça paraît assez fréquemment possible de monter une tente comme celle qu'on voit là. Ça paraît assez. Voilà. Après on est conscient que forcément, on ne pourra pas mettre tout le monde à l'ombre. Il y a des conditions dans lesquelles forcément les travailleurs restent exposés. Et puis même une fois à l'ombre,
on continue de recevoir des UV. La chose étant relativement dépendante de plusieurs facteurs, la couleur des surfaces environnantes, puisque ce qu'on reçoit quand on est à l'ombre d'un parasol ou d'une tente ou à l'ombre tout court, c'est bien évidemment beaucoup du rayonnement réfléchi par les surfaces environnantes. Donc, c'est la couleur de ces surfaces environnantes, l'orientation de ces surfaces par rapport aux rayons du soleil vont beaucoup faire varier ce qu'on reçoit quand on est à l'ombre d'un abri quelconque. Et puis évidemment, le positionnement de l'abri est important du point de vue de cette réverbération, mais aussi du point de vue de la diffusion du rayonnement, hein. Quand vous êtes à l'ombre d'un parasol, il ne fait pas nuit, c'est normal, parce qu'il y a de la lumière diffuse, hein, et ce n'est pas simplement de la lumière qui rebondit sur les surfaces autour, c'est aussi ce qu'on appelle la diffusion de la lumière dans l'atmosphère, puisqu'il y a des molécules d'eau, il y a des molécules d'air, il y a des tas de choses dans l'atmosphère qui font que cette lumière se diffuse et on reçoit une partie du rayonnement. Donc, quand vous avez un abri qui est très bas, très près de vous, vous avez coupé une grosse partie de ce rayonnement diffus. S'il est très haut, en revanche, forcément, vous en avez coupé beaucoup moins. Bon, en tout cas, retenez une chose, si on peut créer de l'espace créant de l'ombre, ça reste toujours une très bonne chose du point de vue de l'exposition au soleil. Porter des vêtements. Donc, en population générale, on est très clair, on dit porter des vêtements clairs, amples, hein, pour favoriser quand il fait chaud l'évapotranspiration, un effet de climatisation sous le vêtement, clair pour évidemment réfléchir la lumière et ne pas provoquer d'échauffement corporel supplémentaire. Et on dit éventuellement porter des vêtements anti-UV lors des baignades, puisque c'est vrai qu'un vêtement en coton ordinaire, quand il est trempé, il devient relativement transparent. Il va pouvoir laisser passer 50% de lumière, mais aussi 50% d'UV, donc ça peut s'avérer trop faible, même si c'est toujours mieux 50% que rien. Pour les professionnels, ben, on va évidemment plus loin, on va recommander le port de protège-nuque. On va toujours recommander des vêtements clairs, hein, parce qu'une nouvelle fois, on a très souvent quand même à se confronter à ce double risque, la chaleur et les ultraviolets. Donc le clair, c'est toujours ce qu'il y a de mieux par rapport à cette prévention de la chaleur. Alors si on est en hiver ou si on est sur des périodes où on a de l'air frais, on n'a pas plus de raison que ça de porter du clair ou du sombre, mais voilà, c'est un conseil à peu près générique. Mais surtout, on va les recommander pour les gens qui sont vraiment dehors de porter des vêtements anti-UV, quoi, hein, parce que là, l'anti-UV va vraiment. Alors, ce n'est pas une protection énormément supérieure, il faut être honnête, hein, par rapport à la protection non anti-UV, surtout qu'il y a beaucoup de fibres anti-UV qui ne le pensent pas à le revendiquer alors qu'elles présentent des caractéristiques renforcées en termes de protection anti-UV. Mais voilà, le fait est que quand on est dehors, on reçoit de telles doses et de façon tellement répétée. Je ne parle pas de l'archi qui va venir sur un chantier quelques journées dans la semaine. Je parle vraiment de ceux qui sont sur les chantiers au quotidien. Là, pour eux, ça fait vraiment sens de chercher à filtrer plus que ce que filtre de façon déjà assez efficace un coton ordinaire. Pour ce qui concerne les lunettes, en population générale, on a une norme, hein, c'est la norme EN 1836. Vous voyez qu'elle garantit une filtration équilibrée, puisqu'on va avoir des pourcentages, je ne veux pas trop rentrer dans la technique, mais vous voyez ici une filtration dans le visible, hein, d'abord, hein, c'est ça qui fixe la filtration, la catégorie de protection de la lunette, 0, 1, 2, 3, 4. Vous voyez des indices de filtration, de transmission plutôt de la lumière dans le visible. Une catégorie 0, ça peut laisser passer 100% de lumière, c'est un truc qui est transparent. À l'inverse, une catégorie 4 va laisser passer entre 3 et 8% de lumière. C'est très très foncé, tellement foncé qu'il ne faut pas la mettre pour conduire. Et vous voyez ici les indices de transmission qui sont autorisés par rapport au taux de transmission, le TV, le taux de transmission dans le visible. Et vous voyez que dans l'UVB, dans aucune des catégories, qu'elle soit 0, 1, 2, 3 ou 4, la lunette n'a le droit de laisser passer plus d'un dixième de ce qu'elle laisse passer dans le visible. C'est-à-dire qu'une lunette qui, dans le visible, va laisser passer, par exemple, 5% de lumière, elle ne va pas pouvoir laisser passer plus de 0,5% de lumière UV. Pour les modèles qui sont prévus qui sont des EPI, hein, qui sont des équipements de protection individuelle en milieu professionnel, la barre est mise plus haut, puisque vous voyez ici les taux de filtration
dans l'ultraviolet qui, vous voyez, sont de 0,0003. C'est-à-dire qu'on demande aux lunettes de couper à 100%, on peut le dire. C'est pas du 100%, mais enfin, c'est vraiment, ça s'en rapproche, tous les ultraviolets. On autorise un tout petit peu d'UVA long, à 365 nanomètres. Et on a des facteurs de transmission dans le visible qui sont non plus calés sur des catégories de 0 à 4, mais avec des échelons, donc vous voyez qu'ils vont de 1,2 à 2,5. La forme enveloppante étant toujours recommandée naturellement, elle est obligatoire sur les lunettes qu'on peut utiliser pour travailler dehors, pendant qu'elle est très fortement recommandée, bien sûr, pour les gens qui veulent se protéger les yeux du soleil dans leurs activités récréatives. Dernier point pour se protéger efficacement, les crèmes. En population générale, on insiste lourdement pour ne pas que les gens utilisent la crème comme un pouce-crème, pour ne pas qu'ils l'utilisent à la place du t-shirt, mais en complément des autres moyens de protection, à commencer par les vêtements. On explique bien qu'il faut la réappliquer soigneusement et fréquemment toutes les 2 heures ou plus si on mène des activités. Et l'indice de protection qui aujourd'hui, dans le monde entier, est le plus recommandé comme un standard, c'est l'indice 30, c'est le facteur de protection solaire 30. En milieu professionnel, on monte d'un cran encore, c'est normal. On va toujours, bien sûr, recommander que cette crème soit utilisée en complément. Les travailleurs sont, c'est compréhensible qu'ils fassent chaud, qu'ils cherchent à se dévêtir. Oui, mais non, il faut vraiment, pour se protéger des UV, qu'ils gardent leurs vêtements. Il faut choisir des vêtements qui protègent aussi contre la chaleur et que la crème vienne en complément pour protéger les zones qui restent exposées. Pour être efficace, comme en population générale, il faut appliquer soigneusement le produit. Ce n'est pas la peine d'en mettre des tartines et des tartines. Par contre, il faut en mettre souvent. Toutes les 2 heures est un minimum. Je pourrais tout à fait corriger cette diapo et mettre plutôt toutes les heures pour les gens qui bossent dehors. Par définition, quand on travaille dehors, on bouge, on se frotte, on transpire. Le produit va durer moins longtemps. L'indice recommandé est élevé d'un cran, plutôt du 50, voire du 50 plus. Et naturellement, il convient de trouver des textures qui sont plus adaptées à la pratique. C'est-à-dire que le produit gras par excellence, ça ne va pas le faire forcément, puisqu'on a besoin de garder des mains sèches, des mains agiles, et puis des packaging aussi, quoi. Si vous mettez un vrai, vous voyez, c'est des contenances d'1 litre, le paquet, le pot que j'ai mis à droite, là, ça paraît plus adapté, sachant que ça paraît adapté pour des vestiaires, pour les endroits où les travailleurs vont être à un moment donné regroupés. Il faut aussi prévoir qu'ils puissent en emmener dans la poche, donc on est aussi sur des packaging plus petits. Voilà, et puis pour non pas terminer, mais voilà, pour avancer vers les actions qu'on veut mener et vous les présenter. On veut toucher tous les secteurs d'activité que vous voyez là qui exposent les travailleurs dehors. On veut toucher bien sûr les employés, mais aussi les préventeurs. On a l'idée, comme aujourd'hui, d'organiser des webinaires et si certains d'entre vous souhaitent en organiser certains pour leur équipe, on est à votre disposition. On souhaiterait aussi quelque part mener des évaluations, donc faire des enquêtes avant, pendant, après, pour voir à quel point la tenue d'un webinaire peut fonctionner. Pardon. On a l'idée aussi d'organiser des salons virtuels, donc un petit peu ressemblant au webinaire, sauf qu'il peut y avoir des chambres à part, hein, même si ça reste du virtuel, dans lesquelles on organise des rencontres avec des fournisseurs d'équipements de protection, où on va mettre en relation des personnes qui peuvent réfléchir ensemble à des solutions qui vont être adaptées à des situations plus ou moins particulières. On prévoit bien sûr d'aller aussi mener des actions in situ, d'aller sur place pour une journée, pour une demi-journée, avec un objectif naturellement d'information, de sensibilisation, d'éducation à la protection, éventuellement coupler ça à de la détection, on va en parler. En termes de type d'animation, on souhaite évidemment aller sur des choses qui peuvent être, qui n'ont pas forcément d'une grande originalité, mais l'escape game, on a de quoi faire avec la prévention solaire. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes à analyser, à intégrer dans ce type d'activité, de jeu.
On a en projet l'idée de produire une borne interactive qui permette, bien sûr, une information et un conseil personnalisé via l'écran interactif. Les personnes peuvent déterminer leur type de peau, peuvent renseigner un métier, une activité qu'ils pratiquent, et puis naturellement avoir du conseil qui soit personnalisé en regard de ça. Éventuellement, on peut y avoir une distribution de crème, mais c'est plutôt une option. Et plus important pour nous, l'idée de mesurer l'indice d'UV, de l'afficher ici sous forme d'une couleur. Donc, on peut installer un capteur sur le toit de la borne. On peut connecter la borne à un capteur pas trop loin, qui mesure, lui, pour le coup, en temps réel, l'indice d'UV, histoire d'avoir vraiment une information qu'on peut utiliser une nouvelle fois au fur et à mesure que la journée avance. Ça peut être aussi ce type d'outil, un outil qu'on met à la double disposition finalement, ou avec un double objectif, sensibiliser le travailleur, typiquement un MNS ou un animateur, et évidemment le public dont le MNS ou l'animateur a la charge quelque part, ou la responsabilité de surveillance. On souhaite aussi expérimenter ce dispositif. Je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous ont déjà vu ces images, mais ce sont des images tout à fait particulières, avec un appareil photo encore plus particulier, appareil photo ou vidéo, qui en fait laisse passer les ultraviolets, contrairement aux lentilles ordinaires qui coupent beaucoup la partie UV du rayonnement. Là, on cherche au contraire une transparence pour faire quoi? Par exemple, pour montrer, vous le voyez ici, que ces lunettes sont très, très anti-UV, puisque vous voyez que l'optique apparaît noire, ça veut dire qu'elle a absorbé tout le rayonnement, donc il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui réfléchit même, et donc la lunette apparaît noire parce qu'elle est très efficace en termes de filtration anti-UV. On voit aussi, et vous le voyez là, apparaître des taches qu'on ne voit pas à l'œil nu. J'ai une image qui est flagrante ici. Vous voyez cette personne à droite en lumière naturelle. Elle a une peau très claire, très, très belle, très lisse, apparemment pas abîmée du tout. Et voilà ce que ça donne à gauche en lumière UV. Et on voit apparaître toutes les taches qui sont sous-cutanées, donc elles sont oui, sur la base de l'épiderme, on va dire. C'est toujours épidermique, mais c'est pas en toute surface. Et c'est le résultat, ces taches-là, d'exposition au soleil passé. Et on a l'idée de faire prendre conscience aux personnes de ce qu'elles ont reçu par le passé en utilisant ce type de caméra. En plus, ça paraît assez ludique, ça peut être esthétique, on peut faire des très jolies photos, des portraits, pourquoi pas, dans l'UV, ça peut être intéressant. En tout cas, on voudrait tester cette technique-là en termes d'outils de prévention auprès de certaines catégories de travailleurs à l'extérieur. Et dernier point pour qualifier cet outil, ça permet de voir les endroits, vous en doutez, où on a par exemple bien crémé, quoi. Vous voyez ici cette zone blanche, elle a été complètement oubliée par la jeune femme qui se crème à gauche. Pareil ici, cette zone sur son front gauche était très mal crémée. On voit que la paupière ici et là ont été oubliées. Le creux des oreilles totalement oublié également. Voilà, bref, vous avez compris, c'est un outil aussi pour montrer les endroits où on a bien protégé ou pas. On pourrait tout à fait coupler l'utilisation de ce dispositif avec une détection en tout cas de dommages cutanés, puisque vous l'avez compris, ces taches qu'on voit apparaître, on peut les appeler comme ça quasiment, en tout cas ça peut être des lésions précancéreuses. Et donc de sensibiliser sur voilà où on en est quelque part, et évidemment d'inciter à aller se surveiller, voire être immédiatement ausculté par un dermatologue, ça peut faire sens pour aller vers soit une biopsie si on a un doute, soit directement un prélèvement de la tâche suspecte. On peut évidemment travailler sur les équipements de protection. Ça peut être simple pour beaucoup de métiers, ça peut ne pas l'être pour un certain nombre d'entre eux. Donc réfléchir à des nouveaux outils, les tester, les évaluer, tout ça pour évidemment accompagner l'ensemble du secteur dans une meilleure prise en compte des contraintes et puis de l'efficacité des moyens de protection. On travaille aussi sur une application mobile. Là, on va avoir une version qui va sortir pour le grand public très prochainement, qui va permettre de prendre connaissance des prévisions
d'indice d'UV. Mais l'idée, vous le voyez, c'est aussi d'aller plus loin et de proposer aux personnes d'avoir accès à des indices d'UV mesurés en temps réel par un capteur. Donc ça y est, on a trouvé le capteur qui va bien, c'est-à-dire qui n'est pas trop cher, qui est solide, qui est fiable et qui est autonomisable. Vous voyez ici, on est sur une borne qui est non connectée à l'électricité. Elle est connectée, bien sûr, à un serveur, mais en GSM. Hein. Donc, dans cette boîte blanche que vous voyez alimentée par le petit capteur photovoltaïque, vous avez une petite interface, une carte GSM qui permet de récupérer les données, de les centraliser, par exemple, pour les afficher sur la borne interactive que je vais vous présenter tout à l'heure, et surtout de l'embarquer, cette donnée mesurée, sur une application mobile, ou en tout cas de permettre à quelqu'un qui a chargé l'application mobile d'être notifié éventuellement, donc en tout cas d'avoir la possibilité de connaître en temps réel l'indice d'UV mesuré par ce capteur qui peut être à proximité d'un chantier, ou tout simplement dans la région ou dans un périmètre raisonnable, bien sûr, autour de l'endroit où la personne exerce son activité. On va produire, ou plutôt on va produire un certain nombre de vidéos. On en a déjà produit une avec le groupe RG, j'en parlais un peu tout à l'heure. Je ne sais pas si on pourra la montrer, mais d'ores et déjà, que vous en faire le script. Elle dure 3 minutes 30. Elle évoque bien évidemment ces travailleurs d'extérieur et elle va vraiment sensibiliser sur ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire la nature trompeuse du rayonnement, ce qui le fait varier, l'intensité des UV, les effets que ça peut avoir, les bons, mais aussi donc les délétères que vous reconnaissez là. Et naturellement, ça va se conclure avec une séquence sur les différents moyens de protection. C'est une vidéo que vous pouvez visionner tout à fait librement. Elle est faite pour ça. Vous pouvez l'embarquer sur votre propre site internet si vous avez besoin. Vous n'hésiterez pas pour ça à nous contacter si ça vous intéresse. Dernier point, on travaille à développer des outils plus classiques, du print, du dépliant, de l'affiche, éventuellement de l'affiche plastifiée pour écrire au feutre effaçable l'indice d'UV. Cet indice d'UV est vraiment un super outil pour sensibiliser les personnes sur des niveaux de risque particuliers et sur des périodes sur lesquelles aussi on peut relâcher, entre guillemets, la vigilance parce qu'on est en hiver et qu'en hiver, en France métropolitaine, au niveau de la mer, en tout cas, il y a beaucoup moins d'UV et que là, la protection s'impose beaucoup moins. Voilà, j'en ai terminé. Et donc, on va pouvoir échanger. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation très complète. On a bien vu tous les axes et toutes les actions de prévention qui étaient possibles et celles qui sont aussi à construire. Est-ce que vous avez Oui, des questions? oui, Valérie, juste une précision sur ces pistes. Elles ne sont pas toutes là, loin s'en faut. On a d'autres idées, mais bon, de toute façon, on ne les avance pas trop. Mais voilà, puis évidemment, chacun peut en avoir également. On est vraiment sur cette phase de réflexion amont où on souhaite consulter et associer les parties prenantes à notre réflexion et évidemment amener des idées également. Nous, on a une vraie force de frappe, on a des moyens financiers, comme j'ai cité les entreprises contre le cancer et le comité 92 de la Ligue contre le cancer qui nous aident financièrement à mener ces travaux. Donc, on a une petite force de frappe en la matière. On a des partenaires, j'ai cité l'INSERM, on travaille avec une deuxième unité, là on en collabore aussi avec une deuxième unité de l'INSERM à Lyon, au centre Léon-Bérat. On a aussi une possibilité de contribuer fortement à des évaluations. Donc, vraiment, on est très intéressé par des propositions ou des offres de coopération en la matière. Très bien. Merci pour ces précisions. Alors, je ne vois pas de questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions en tout cas, sauf celles qui ne sont pas posées finalement. Donc, n'hésitez pas. Alors, moi, je peux avoir peut-être quelques questions, notamment la prévention solaire. Sera-t-elle intégrée dans le passeport prévention, puisqu'avec la nouvelle loi, on a vu qu'il y avait une obligation d'employeur d'avoir un passeport prévention pour ses salariés. Est-ce que la prévention solaire pourra faire partie de ce passeport, Pierre? Alors, en tant que tel, je ne pense pas. Ouais. En tout cas, ce que j'ai relevé, c'est que dans le texte de loi initial,
on parle de la protection contre les rayonnements, Mhm. sans préciser, sachant que, il y a un peu deux grandes familles de rayonnements, les rayonnements ionisants, donc autrement dit la radioactivité, mais que Ah ça, oui, c'est un champ à part. La oui, tout à fait. protection des gens qui bossent dans les centrales nucléaires, c'est un autre domaine. Il y a Tout à fait. évidemment des dispositifs extraordinairement élaborés pour les protéger. Pour tout ce qui concerne les autres rayonnements, c'est cité noir sur blanc, hein, dans la loi d'aujourd'hui, enfin la loi qui a été donc votée en août. C'est ça. Pour ce qui concerne le passeport, le principe était écrit dans la loi. Les décrets d'application, à ma connaissance, n'ont pas encore été publiés. Je crois qu'on les attend pour l'automne. Alors évidemment, Il y en a certains, mais ouais, pas celui-ci, pas effectivement. pour le passeport. Je pense que le Non. passeport, on l'attend encore. Oui. Mais très clairement, le passeport va répondre, est prévu par la loi de répondre finalement au socle de la loi, qui est l'idée de partager l'évaluation des risques entre employeurs et employés et d'amener l'employé à une bonne connaissance et à une bonne gestion de ces risques en le formant. Et c'est le sens de ce passeport. Moi, c'est comme ça que j'ai compris la loi en tout cas. Je ne sais pas si tu partages mon avis, Valérie, mais c'est l'idée de ce passeport qui est de valider, faire valider par l'entreprise et l'employé le fait que voilà, il y a eu l'information, il y a eu la formation dispensée à la gestion. D'abord, on a identifié un risque et on a appris comment le gérer au mieux. Et donc là, dans ce domaine-là, il n'y a aucune raison de penser qu'un champ qui est prévu en amont dans la loi, la protection contre les rayonnements, ne fasse pas partie quelque part de ce que va couvrir ou de ce que devra couvrir le passeport. Tout à fait. Oui. Oui. C'est vrai que il faut que le lien soit direct avec les risques liés à l'exécution des missions. Tout à fait. Alors, j'ai une autre question. Certains pays, est-ce qu'il y a des pays où les cancers de la peau peuvent être considérés comme maladies professionnelles? Très clairement, en Europe, la Suisse et l'Allemagne ont reconnu il y a déjà plusieurs années D'accord. l'épidermoïde, hein. Ils n'ont pas reconnu le mélanome. Ah, Parce que aujourd'hui, dans les études, dans la littérature existante sur le sujet, pour être très honnête, on n'a pas relevé d'augmentation significative, en tout cas, du risque de mélanome pour des gens qui travaillent dehors. La raison étant celle que j'ai un peu évoquée peut-être un peu brièvement tout à l'heure, c'est que voilà, ce qui fabrique du mélanome, c'est beaucoup plus de l'exposition intermittente, si je schématise, avec le développement de la société des loisirs, avec la oui, capacité qu'on a à bouger. Voilà, on part de plus en plus, j'allais dire, fréquemment, un nombre de fois importante, hein. On part plus 5 semaines en vacances, comme c'était le cas dans les années 60 ou 70, où on partait un mois et demi en vacances, et puis ça y est, c'était terminé, quoi. Il nous restait une petite semaine de congé à Noël, mais on l'a passé à la maison de famille. Et là, c'est plus ça aujourd'hui. Les gens, en tout cas, bon, j'exclus de ce raisonnement là, les 3 dernières années toutes bizarres qu'on vient oui, de bien vivre. sûr, bien sûr. Mais voilà, partir une semaine au mois d'avril, très fréquent. Donc on paye un certain prix puisqu'on n'a pas vu le soleil depuis un moment. On part plutôt évidemment dans un coin bien ensoleillé. On prend des coups de soleil, on crame une première fois, puis on rentre, on débronze, hein, on pèle parce qu'on a cramé, on débronze du coup, et puis arrive un week-end au mois de mai, ah, on y retourne et on recrame. Vous voyez, c'est ça. Le mélanome, c'est surtout cette succession, cette intermittence de l'exposition, cette succession de coups de soleil. Ce n'est pas le schéma de l'exposition des travailleurs. Donc pour le mélanome, on pense que l'étude qui est en train de mener donc l'équipe de Cécile Delcourt à Bordeaux, de l'INSERM, va nous conforter dans cette vision-là. On espère, au demeurant, pour tout vous dire, plus qu'on le sait par définition. En revanche, pour l'épidermoïde, celui donc qui répond plutôt à des expositions dites chroniques, la messe est dite. L'exposition professionnelle augmente, et elle augmente tellement le risque que effectivement la Suisse, l'Allemagne en Europe, mais aussi l'Australie l'ont inscrit dans le registre des maladies professionnelles. Honnêtement, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas être le cas dans les années qui viennent en France. D'accord. Toujours pas de questions? Alors, j'en ai peut-être une dernière quand même. Y a-t-il des risques de toxicité des crèmes solaires? Parce que tout à l'heure, on en a parlé, mais est-ce que, il y a un risque ou pas avec ces crèmes? Alors, bon, il y a toujours des risques Oui, avec tout, de toute façon, même
Objectivement, ils sont très faibles. En termes de toxicité, en tout cas, un produit solaire n'est pas censé franchir la barrière dermique, hein. Ça Mm. reste en surface, ça reste dans les premières couches d'épiderme, un produit. On peut quand même se méfier des personnes qui auraient une peau lésée, hein, des griffures ou des coupures. Il ne faut pas mettre de produits cosmétiques dessus, quels qu'ils soient, hein, ni solaires ni autres. Sinon, on peut avoir, et c'est évidemment à prendre en compte, des produits dans le produit cosmétique qui favorisent, qui peuvent être allergisants. Ah oui. Alors ça ne provoque jamais des choses gravissimes. C'est pas comme un produit photosensibilisant, typiquement des médicaments, par exemple, ou des anti-inflammatoires de surface, par exemple le travailleur en extérieur qui s'est fait, qui a une douleur musculaire, qui a des crampes, qui a des débuts de tendinite, on lui met du, alors je ne veux pas citer la marque, mais voilà, du Kétoum ou du Nifluril. J'en cite deux comme ça c'est fait. Les deux contiennent des anti-inflammatoires photosensibilisants. Donc il faut absolument, s'il a appliqué ça, qu'il se recouvre, hein, c'est pas il ne va pas mettre de la crème solaire par-dessus. Il faut absolument qu'il garde un vêtement, et puis un vêtement efficace contre les UV, parce que là, vraiment, la sensibilité de la peau est augmentée, quoi. Il y a également des phénomènes d'allergie, avec notamment certains végétaux qui sont de cette nature-là, ou des produits chimiques que manipulent des agriculteurs. Donc, il faut être très, très prudent par rapport à ça. Dans le produit solaire en tant que tel, on peut avoir des produits filtres ou excipients qui sont allergisants, mais c'est des allergies très bénignes, en règle générale en tout cas, et qui vont être vite identifiés. Et il suffira généralement de changer de produit, changer de marque de produit pour ne plus avoir le problème. Donc, pas de souci avec les aspects de toxicité ou de photoallergie avec les crèmes. Avoir quand même une vigilance, comme avec tout, mais pas de souci particulier. Très bien. Bon, c'est rassurant. Oui. Non, ce qu'il faut surtout, c'est encourager les employés à l'utiliser. Ce n'est pas la plus mince des affaires, loin s'en faut. On a beaucoup, beaucoup de témoignages de freins là-dessus, parce que c'est considéré comme un peu féminin, si vous voyez ce que C'est je ce veux que j'allais dire. dire, ouais. Voilà. Ou bien c'est pas pratique, ou bien c'est gras. Enfin, honnêtement, c'est des arguments qui ne devraient plus tenir très longtemps, parce que d'abord, les cosmétiques ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits avec des produits très efficaces quand ils sont appliqués, y compris en fine couche. Il faut savoir une chose, hein, dans les années 90, quand l'association s'est créée, l'indice de protection moyen vendu sur le marché, c'était 8. Hein, c'est des produits indice 8. Aujourd'hui, on produit des indices 50. Ça veut dire que c'est effectivement 6 fois, 8, 7 fois, 8 fois mieux que ce qu'on vendait à l'époque, quoi, en termes de filtration UV. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en mettant un film, même avec des produits très pratiques, pulvérisés, qu'on peut mettre sur la peau, pas besoin d'en mettre une nouvelle fois des couches super épaisses. On a déjà une protection qui va bien, surtout si on la renouvelle régulièrement. C'est ça surtout qu'il faut passer comme message. On a des produits tout à fait pratiques, secs, et qui vont vraiment bien filtrer. Une nouvelle fois, ça ne doit pas conduire, au prétexte qu'il ferait un peu chaud ou autre, l'employé ou le travailleur en extérieur à se dévêtir parce qu'il s'est crémé le torse. Très bien. Bon, mais écoutez, je crois que nous arrivons à la fin de cette conférence. Je ne vois pas de questions. Donc, J'ai mis, oui, Valérie, très bien. nos coordonnées, en particulier, bon, Camille, qui aurait dû être là ce matin et qui aurait dû Ouais, présenter malheureusement, les pistes, c'est notre chef de projet. Elle est, voilà, comme Covidé. beaucoup, 39 degrés, la couette, le Covid, tout ça. Donc, Ouais, veuillez l'excuser pour ça, mais surtout, bien sûr. n'hésitez pas à la contacter, elle ou moi, si vous avez l'idée que cette thématique puisse être testée ou déployée dans vos entreprises. Écoutez, merci beaucoup, en tout cas, Pierre, pour cette animation et toutes Merci ces à vous, Valérie. informations. Merci pour votre participation et je vais vous souhaiter un très bel été. On se retrouvera en septembre pour d'autres webinaires. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir Valérie, au revoir à tous. Merci, au revoir.